Sword and Baguette. Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On continue les débriefs du 5v5 de Domazan. Là, ce coup-ci, je suis avec Franck. Alors, Aesanar, comment je suis censé prononcer ton pseudo? Eh ben, Aesanar, bonjour Sword and Baguette. Et oui, c'est effectivement Aesanar du fluff au elfe, donc descendant de Alitanar, le roi fantôme. Voilà, Rien que ça, rien que ça. exactement. Donc voilà, vous dites qu'on n'est pas tolérant sur Sword and Baguette. On invite même des mecs qui ont des pseudos elfiques. Donc c'est pour vous dire à quel point on est tolérant. Au niveau du débrief, comme d'habitude, on a une petite présentation du joueur, présentation du tournoi, un petit rappel, même si là normalement c'est la troisième ou quatrième vidéo que vous allez voir sur le tournoi, donc logiquement vous êtes briefés. Promis, ce coup-ci on parlera pas de joueurs qui ont oublié les phases. Je sais que les commentaires s'agitent en ce moment sur la vidéo de Cacique et à mon avis de la même manière sur la vidéo d'Ultor, qui sera diffusée dans quelques heures après le tournage de cette vidéo. Donc voilà, vous inquiétez pas, là on est sur du jeu beaucoup plus standard, beaucoup plus legit, à base de MSU nain et de colonnes de Nabo. Colin en marche. Donc, allez, première partie où je vais commencer à me taire. Franck, Aesanar, qui es-tu et quel est ton background hobby? Eh ben, alors, moi je suis Franck, Alsacien d'origine, qui a migré sur Lyon il y a presque 10 ans maintenant. Donc hobbyiste depuis presque 30 ans. J'ai fait un premier contact avec le monde de Warhammer via mon frère qui était plus âgé que moi et qui était rentré à la maison avec des Skaven. Je m'étais intéressé un peu à l'univers et au jeu avec les elfes sylvains. J'avais pas fait de partie, mais j'ai commencé à acheter quelques figurines et tout ça. J'ai laissé de côté et au collège, j'ai rencontré un pote, on s'est mis à Epic 40 000, on a fait 6 mois, 1 an. Et après, son frère et un groupe de joueurs jouaient à Warhammer Battle. Du coup, on a migré naturellement dessus. Voilà, je suis parti sur les Elfes à l'époque. Et dans un second temps, les nains. C'était mes deux armées de cœur. Et ça allait toujours dans cet univers. Alors, l'ambiance, c'était... on faisait des parties multijoueurs, des 2v2, des 3v3, avec 10 000 points de chaque côté, à base de 10 canons orgues, des dragons empereurs. À l'époque encore, il y avait le volant haute altitude, pour ceux qui se souviennent. Bref, on savait pas ce que c'était une redirection, mais on s'amusait bien. Et on savait pas ce qu'on faisait, surtout, parce que on était jeunes. Après, du coup, j'ai arrêté, j'ai repris en fin de V6, quand j'ai commencé à travailler, du coup, avec les mêmes collègues. V6, V7, donc fin de V6 et bien bonne partie de la V7. Et après, on a commencé les tournois en V8, donc je dirais à partir de 2013. Mes premiers vrais tournois. Voilà. Après, je suis venu sur Lyon vers 2015 et j'ai adhéré à l'association du Moutland Clan à Vienne. Il y a eu End of Time qui est arrivé, donc là, ça faisait un peu bizarre, on savait pas trop où on allait. Moi perso, je voulais pas brûler mes figurines comme certains l'ont fait. Moi, j'étais vraiment attaché et le côté collectionneur était bien présent. Donc, j'ai gardé les figurines et je suis parti sur l'aventure du 9e âge. Très content d'avoir fait cette expérience-là parce que j'ai rencontré plein de gens sympas. Ça m'a permis de m'aguerrir aussi au niveau des tournois, d'apprendre vraiment la rigueur et le côté compétitif, d'être carré dans mon jeu, carré dans mes déplacements, savoir jouer dans la bonne ambiance, mais compétitive. Donc c'était vraiment une très bonne expérience. J'ai vraiment adoré la V2 de 9e âge, qui pour moi était un bon jeu. On réfléchissait en méta d'équipe, parce que le jeu d'équipe s'est vraiment développé avec 9e âge. Et on réfléchissait en méta d'équipe, c'était vraiment une bonne ambiance. Même si j'avoue que tout ce qui est méta d'équipe, j'ai pas toutes les clés, même encore aujourd'hui. C'est un truc qui est très compliqué, mais super intéressant. Et puis surtout, ça, quand tu le fais avec des copains, ça crée une émulation qui est vraiment, vraiment sympathique dans cet univers. Voilà. Et après, du coup, il y a eu l'arrivée de The Old World et l'annonce de la V3 de 9e âge. Donc, ça commençait à devenir compliqué de trouver des joueurs par chez moi pour jouer à 9e âge. Donc, j'ai commencé à jouer à The Old World, qui m'intéressait aussi. Et j'ai commencé à vraiment prendre goût au jeu, à trouver que le jeu était intéressant. Alors, je passe les 10-15 premières parties où on faisait n'importe quoi parce qu'on assimilait les règles de 9e âge, de V8 et tout ça.
Et en fait, quand on a commencé à se poser, à prendre le livre, à regarder les règles et tout ça, à regarder ce qu'il y avait un peu sur Internet, sur les Discord et tout ça, on a commencé à jouer au jeu correctement. Et puis on s'est rendu compte que le jeu était vraiment intéressant, il était bien pensé, il y avait quelque chose à faire avec. Donc moi, je m'étais engagé avec des collègues de 9e âge à faire l'interrégion en septembre 2024. On avait un objectif de peinture, donc moi j'étais venu avec mes hauts elfes que j'ai peints depuis maintenant presque 10 ans. Voilà, donc j'ai quand même voulu voir ce que ça donnait la V3, j'ai pas beaucoup accroché, pour être honnête. En plus, je savais qu'on partait pour avoir vécu la transition V1, V2 sur une période où il y aurait des mises à jour régulières dans le jeu, et c'était vraiment pas ce que j'avais envie à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait l'interrégion de 9e âge, et puis je suis parti complètement à 100% sur taux. Voilà, et puis maintenant, on fait tous les tournois de The Old World qu'on peut. Voilà. Donc, grosso modo, mon parcours de hobbyiste. Bon, un beau petit parcours, mais ouais, je sais que la V1 de 9e âge, c'est sûr qu'elle a plus attiré que la V1 d'Age of Sigmar, avec ce magnifique dépliant Ouais. à base de les points d'armée, on s'en fout, tu comptes en PEV. D'accord, Ouais, donc un 4 buveur de sang à 6 pages points de vie, c'est 6 zombies. Ça 4 marche. Faisons comme 4 ça. jolies pages de règles pour résumer le jeu. C'était un peu léger pour des gens qui venaient de battle. Donc, ouais. Moi, je crois Oui, que j'ai c'est pas ça. fait une partie d'AOS. Ça m'a jamais Quand, attiré. Donc, voilà. quand ton corpus de règles est plus petit que ta feuille de résumé du jeu précédent, ça fait bizarre. Ouais, c'est ça. Et donc tu te retrouves au tournoi de Domazan en 5v5, 2000 points, donc format French Hammer, donc en gros le jeu au plus proche, avec deux modifications énormes au niveau des scénars Game Workshop, le rivage brumeux qu'on joue en 6 tours fixes, et le seuil de déroute où la victoire majeure c'est déroute plus des points et pas uniquement la déroute. Donc voilà, des détails, mais qui ont leur importance malgré tout pour le jeu, mais avec toujours cet objectif de jouer au jeu au plus proche tel qu'il est proposé. Et donc tu arrives avec une équipe, mélange de Lyonnais et de Troyens, si je dis pas de bêtises. Alors Lyonnais peut-être Tout à au sens fait. un peu plus large. Et Oui, région du Rhône, quoi. Enfin, région du Rhône. département du Rhône. Ouais, voilà. Et donc tu arrives avec une liste naine qui sort vraiment des sentiers battus. Alors moi je sais que tu l'as pas mal testé, notamment sur Warhol avec les différents petits tournois ou les parties qu'on organise à droite à gauche sur le Discord sur les baguettes. Mais du coup, voilà, quels sont tes objectifs perso? Est-ce que tu peux parler un petit peu de la construction de l'équipe? Parce que tu as été capitaine, donc il y aura un peu plus de détails dans cette vidéo, dans des vidéos où les gens sont entre guillemets juste joueurs. Et puis pareil, les objectifs de l'équipe, etc. Bref, comment vous arrivez à Domazan, on va dire, au vendredi soir, quoi. Alors déjà, les objectifs de l'équipe, pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à former l'équipe parce qu'au départ, je voulais faire une équipe de 100% de Lyonnais. Moi, j'ai formé un groupe de joueurs, j'ai fait plein d'événements organisés à Vienne, notamment au local du Mout, des petits tournois de 8-10 joueurs. Et en fait, ça a commencé à former une communauté autour de The Old World. Et on avait un groupe de une quinzaine de joueurs qui commençaient à faire un peu des tournois et tout ça. Donc je voulais partir avec ces joueurs-là. C'était compliqué de monter l'équipe parce que en fait les gens, soit ils avaient une appréhension du format tournoi par équipe où ils pensaient que on allait leur demander, par exemple j'ai un joueur CV, il m'a dit moi tu vas me demander de faire des matchs nuls tout le week-end à base de joue 60 gardes des cryptes et ça m'intéresse pas. Alors j'ai eu beau lui expliquer que c'était pas du tout l'esprit du truc et qu'il y avait des choses à faire différentes, mais il avait un peu ça en tête. Donc il y a eu ces personnes-là, après il y a eu des autres personnes qui avaient des contraintes personnelles, familiales, de travail et tout ça. Donc au gros on était 3 au bout du compte, et du coup ça a permis de nous mettre en contact avec 2 Troyens, donc JSL que moi je l'avais rencontré déjà, je l'avais affronté au premier tournoi Warhol que la chaîne avait supporté, qui était en fin d'année 2024, et du coup un de ses collègues, Eric, que je connaissais pas du tout. Donc, on a fait une préparation comme on a pu, parce qu'on se connaissait pas trop, on échangeait un peu sur les listes, on a fait 2-3 parties avec JS pour lui montrer mon concept de nain, auquel il ne croyait pas du tout au début non plus, jusqu'à ce qu'il le voit en œuvre. Il m'a dit ah ouais, je m'imaginais pas la liste fonctionner comme ça. Donc
Donc ouais, c'était un peu plus compliqué parce que il y a la moitié d'équipes qui se connaissaient pas. Donc moi, mes objectifs, c'était surtout ceux qui venaient leur faire adhérer au concept du tournoi par équipe, qui voient que en fait, ça peut être très intéressant et qui prennent goût à ce type d'événement. Voilà. Après, je voulais quand même pas qu'on prenne des raclés tout le week-end. Donc toujours envie de performer un peu. Et à titre perso, moi j'avais ma liste que j'avais beaucoup poncée parce que j'ai beaucoup joué nain depuis la sortie de The Old World. Et du coup, je voulais voir si ça fonctionnait bien, si c'était viable. Ça commençait pas trop mal parce que sur les estimations que j'avais fait des 25 listes, j'avais, je crois, 15 ou 16 matchs que j'estimais positifs. J'en avais 6 ou 7 que j'estimais négatifs et 2-3 que je voyais un peu plus autour de l'égalité. Donc c'était plutôt pas mal sur les estimes, mais maintenant il fallait concrétiser à la table. Voilà, donc ça c'était pour les objectifs. Pour la liste, alors c'est là où c'est un peu plus long. Parce que du coup, comme je disais, j'ai pas mal poncé le nain depuis la sortie de The Old War. Je pense que mon ratio de game entre nain et haut elfe, ça doit être 75-25. 75% de nain, 25% de haut elfe. Donc le cheminement, il est parti des tueurs. J'ai trouvé que les tueurs de démons, il y avait vraiment quelque chose à faire avec. Pour moi, c'est mon entrée préférée du book et j'essaie d'articuler toutes mes listes autour de ces pièces. Donc la première partie de la recherche de la liste a été de trouver le bon build du tueur de démons. Je suis arrivé à ce build de CC9, -1 pour être touché, qui fait que du coup tout ce qui a CC4 ou moins te touche sur du 6, et tous les gros persos vont te toucher sur du 5, donc ça fait déjà que t'écrèmes pas mal les attaques de l'adversaire. Et derrière, avec l'Arcane Journal, l'endurance de 6, qui est du coup la deuxième clé de résistance, on va dire. Parce que tout ce qui est force 4, tous les spells sont quasiment, tous les projectiles magiques sont quasiment à force 4. Donc du coup, ça fait que tu te fais blesser sur du 6, et tout ce qui est anneau rubis et tout ça, en gros, tu t'en fous un peu. Surtout qu'en plus, j'ai rajouté, vu que les tueurs de démons ont accès à 25 points de rune de talisman, il a la petite rune de fournaise, qui fait la 3+1 au feu, autant dire que là, on est bon. La petite rune, l'équivalent de l'opale en haut elfe, la rune de protection, je sais plus quoi, la rune de warding en anglais, qui fait une 2+1 une fois dans la partie, donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est coup fatal, et les blessures multiples. Et puis, si le cas échéant, si ça peut lui sauver le dernier point de vie, on le prend aussi. Voilà. Il y avait un petit débat, je n'étais pas trop sûr, parce que je le jouais en rune majeure de rapidité. Je suis passé sur la rune de grudge, parce que CC9, tu vas toucher la plupart du temps à 3+, voire à 2+. Donc ça te permet de relancer un as par tour. Donc autant dire que versus de la haine, t'es quand même plus fiable parce que en stat tu vas faire 1-1 sur tes 4 dés et du coup ça te permet de le relancer, du coup tu fiabilises. Et derrière après tu tapes à l'arme lourde, donc force 6, AP-2, Armor Bane 3, enfin Armor Bane 1, donc AP 3, le coup fatal qui va bien, et le D3 PV sur les Behemoths. Voilà, donc ça faisait un solide petit Gus que j'avais pas mal poncé et qui était assez intéressant. Alors, pour tout voilà. dire, moi j'ai galéré à monter des tueurs. Et en fait, je suis arrivé à un point où je pique simplement les compos de tueurs de Franck. Voilà. Ouais, franchement, elles sont vraiment bien éprouvées. Sur les premières games, j'ai affronté beaucoup l'ami Guizou, qui venait en guerrier du chaos avec full dragon ogre. Et en fait, comme on rigolait, je lui disais, maintenant, mon tueur de démons, il a des têtes de dragon ogre en collier autour du cou. Parce qu'à coup de coup fatal, les dragons ogres, ils le touchent à 6, donc autant dire qu'il fait quasiment rien. Et puis lui, il vient, dès que je fais un 6, c'est un dragon ogre en moins. Donc c'était vraiment la base de la liste, c'était le tueur de démons. Donc je suis parti sur une grande armée avec l'enclume. Donc moi, le build de l'enclume, c'est rune de préservation, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le joue en rune d'adamante. Mais l'endurance 10, c'est très bien, hein, ça fait une enclume très dure à trouver, mais je trouve que c'est cher, 100 points. Là, à 25 points, en fait, tu as une ville à 260 points, qui est très résistante, parce que du coup, elle est immunisée aux blessures multiples. Donc les tueurs d'artillerie, tous les canons, toutes les lamogres et tout, tu fais qu'un seul PV, donc ça permet qu'elles tiennent raisonnablement pour pas cher. Et ça me permet du coup de rentrer, donc dans cette grande armée, il y avait 2 tueurs de démons qui sont plus ou moins buildés pareil. Il y en a un qui a la haine, l'autre qui a la rune de grudge, mais ils ont tous les deux le CC9, -1 pour toucher, avec la 2+1 vue. Le tan de shoot, puisque j'étais en grande armée, j'avais le fameux tan de shoot 4D3 touches force 4.
Du coup, après j'ai poncé le clan royal avec Ungrim parce que moi je voulais jouer des tueurs, donc le seul moyen d'avoir des tueurs de démons en clan royal c'est de jouer Ungrim. Donc j'ai poncé clan royal pas mal sur la fin d'année 2024 jusqu'à aller au tournoi du Bellum Lacum où j'ai fait un tournoi correct parce que du coup je fais 3 wins et 2 nuls. Je me rends compte que le concept peut fonctionner avec Ungrim. Donc c'est les deux armées, Grande Armée et Clan Royal avec Ungrim, Clan Royal de Karak Kadrin, c'est mes deux armées à ce moment-là. Je repascule un peu sur la Grande Armée, et puis là j'ai mon copain Antoine Aeon sur le Discord, il me dit j'ai affronté une super armée de nains en mode MSU avec des petits packs de guerriers nains et 3 balistes. Et il me dit c'était une armée super à affronter. Alors je me penche un peu sur le concept et puis je me dis bon c'est pas mal parce qu'entre-temps j'ai fait un tournoi que Antoine a organisé en février à Troll-Lune et du coup j'affronte un bretonien en première ronde et en fait je me rends compte en analysant la partie que je perds la partie au déploiement parce que j'ai pas assez de pause et que du coup mes personnages mon Ungrim et mon tueur de démons je les mets sans trop savoir où vont être les personnages adverses. Et du coup, en fait, ils sont quasiment, ils n'ont pas d'impact sur la game, surtout le tueur de démons. Donc, je me dis que ce concept de MSU, il peut être intéressant. Donc, je pars sur mon build en grande armée avec l'enclume, les 2 tueurs de démons, le tan de shoot. En base, un MSU de nains à base de 7 nains qui font moins de 100 points pour pas donner la tranche qui donne la victoire à l'adversaire. L'unité de 15 rangers, elle, pour le coup, c'est celle qui va... les rangers, c'est fort, hein, donc on les met en base, un gros régiment qui va tirer. En plus, avec l'open order que j'apprends à jouer en début d'année, que je trouve très intéressante d'un point de vue stratégique. Ces petits pivots de 90 après un mouvement normal est vraiment sympa. Les 3 balistes en force 7. Un petit gyrocoptère parce que je me dis que le gyrocoptère en combo charge avec un tueur, si le mec il fuit, du coup il y a le gyrocoptère en rapide qui peut rattraper l'unité en fuite, ce que ne peut pas faire le tueur. Le dwarf cart, le dwarf cart de Bugman qui rajoute le petit point de mouvement qui est vraiment qui change tout sur le nain. Combiné en plus avec l'enclume qui fait le double move, ça fait qu'un tueur de démon il peut faire un mouvement de 16 pas dans une phase de mouvement, ce qui surprend quand même pas mal les adversaires. Et 2 torpilles à troll, enfin 2 x 5 dracs avec 2 torpilles à troll. Je prends cette armée au tournoi par équipe organisé par Sword and Baguette sur Warhol. Je fais 2 victoires et une défaite et on se place 2e du tournoi, donc plutôt satisfait de la liste, sachant que la première partie où je perds, je pense que le match-up, si je le rejoue, je le joue différemment. Et je peux arracher un résultat bien meilleur. Donc voilà, je sors de ça, je suis plutôt confiant sur ma liste. Je me dis, je peux partir là-dessus pour Domazan. Et en fait, j'ai la réflexion et je me dis, mes guerriers nains, ils sont là pour tenir la ligne. Qu'est-ce qui tient mieux la ligne que 7 guerriers nains en grande armée ? C'est le guerrier des clans royal nains. Qui combine l'obstiné et le mur de bouclier. Qui fait en gros des mini brise-fer en base. Voilà, donc je passe sur la grande armée, sur le clan royal, pardon, en me disant je vais jouer 2 unités de guerriers des clans royaux, je les passe à 10 en effectif pour le scénario du rivage brumeux, puisqu'il faut une PU d'au moins 10 pour contrôler le scénario dans ce scénario-là. Après, donc je pars un peu sur une fusion du clan royal et de cette grande armée naine. Et là, j'ai 2-3 ajustements. Donc le premier, c'est le tan de shoot. Mon constat en jouant Ungrim, c'est qu'il est très sensible au coup fatal. Donc tout ce qui est géant, enfant du chaos de corne, le gorgon, à chaque fois qu'Ungrim s'est retrouvé contre eux, moi je fais pas mon 6 de tueur de monstre. Et lui, l'adversaire, il fait un 6 et Ungrim, il rate son invu et il meurt. Donc le premier constat, c'est ça. Et du coup, je transforme mon tan de shoot. Le tan de shoot Gatling que tout le monde joue, je vois le build avec la rune qui permet de blesser à 3+, les behemoths et qui fait D3 PV sur tout. Et je me dis que 2 tirs qui touchent à 3+, qui blessent à 3+, des enfants du chaos géant ou des gorgons et qui vont faire des 3 PV derrière, ça va permettre de sortir, je pense, quasiment un monstre comme ça par tour entre mes balistes, mes tirs d'arbalétrier, mes dracs de fer et ce tan. Et ça me permet surtout de
de protéger Ungrim et de protéger mon tueur de démons. Alors le tueur de démons, il est un peu moins sensible parce qu'il a 2+1 vue une fois dans la partie. Donc lui, en règle générale, il arrive à tanker. Et puis comme il est plus fiable, parce qu'il compte pas sur un 6, mais chaque blessure qu'il va faire, il va faire des 3 PV. Donc il va un peu mieux s'en sortir sur des géants enfants du chaos. Mais bon, voilà, ce Tan, je pense, et je me dis en plus, il va créer la surprise, parce que tout le monde s'attend à ce qu'on joue le Tan de shoot Gatling, et du coup, ce Tan-là va créer la surprise. Je m'attends aussi dans la méta à ce qu'il y ait beaucoup d'hommes bêtes et de guerriers du chaos qui vont jouer des géants enfants du chaos, des gorgons et tout ça. Bon, il se trouve que sur ce côté-là, je pense que je me suis un peu cuté. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait la même boulette. Il va quand même avoir. En Ouais, tant que il va quand capitaine, même mon avoir homme le- lézard était fait pour aller casser du chaos, en dragon, double enfant, homme bête. Enfin, en fait, voilà, notre homme lézard était très fort contre notre propre roster. Voilà, voilà. Du coup, on s'est un peu planté là-dessus, mais moi, je ne regrette pas parce que je pense que c'était vraiment, ça me rassurait en fait d'avoir ce Tan dans les appariements et dans mes estimations. D'autant plus qu'il était très intéressant sur les comptes vampires double Terrorgeist que j'ai affronté aussi en deuxième ronde et qui m'a vraiment permis de gagner la game, je pense. Il a vraiment une part importante. Et le dernier ajustement, c'était suite à un test sur les Elf où je commençais à jouer Coril dans un pack de Lion Blanc. Et j'ai vu cette petite règle qui est la même chez les marteliers, où quand le général est dans l'unité, chaque bonhomme du rang peut lancer et relever des défis. Et je me dis, c'est quand même assez intéressant, parce que je le teste en Elf. Et du coup, je me dis, une grime dans 5 marteliers, ça peut être plutôt cool. Donc je mets pas d'état-major en me disant que comme ils sont drill, comme ça va me permettre de trixer un peu, de pas garder le centre que l'état-major t'oblige à garder en drillant. Du coup là, il y a juste 5 marteliers de base. Voilà, en vétéran bien entraîné. C'est mon interrogation, je choisis d'enlever 5 dragues de fer et une torpille pour rentrer ces 5 marteliers dans l'armée. Et c'est ce que je fais genre 2 semaines avant la rendue des listes. Et en fait, j'ai pas trop le temps de le tester et je me dis, on va voir le jour J ce que ça donne. Voilà. Donc la liste définitive, elle est là. Ungrim, l'enclume du destin, le Demon Slayer. Ce qui est bien en clan royal, c'est qu'il a le droit à 25 points de talisman en plus. Donc ça me permet de rentrer. J'ai beaucoup testé la double warding en me disant que 2 de plus 1 vue, ça le fait vraiment tanky. Mais je suis parti sur une rune un peu moins chère, c'est la rune de passage, pour lui rajouter de la mobilité en me disant que dans tout ce qui est terrain difficile, du coup, il va pouvoir foncer bien comme il faut. Couplé avec la petite charrette à bière derrière et l'enclume, il va pouvoir aller très vite. Donc ça va compenser un peu son mouvement de 3. Le Tan que je viens d'expliquer. Les 2x5 longues barbes, alors ça vient dans la liste puisque je suis dans un MSU. Au départ, j'en jouais une unité de 10. Et puis, dans la logique du MSU, je suis passé en 2x5. Ce qui est intéressant avec cette petite unité, c'est que ça fait 2 petites bulles de GB à 6 pouces, puisqu'ils peuvent faire relancer la panique des nains dans les 6 pouces. Donc ça permet de fiabiliser en plus le MSU en ayant... j'ai beaucoup de vétérans dans l'armée, donc ça me permet d'avoir des unités plus ou moins autonomes. Et puis ces 5 longues barres, ils permettent aux unités qui n'ont pas l'option du vétéran, comme les dragues de fer, les arbalétriers, d'être plus fiables à 9 relançables. Voilà, et puis au-delà de ça, ils permettent de contourner, d'apporter des multicharges et tout ça. Alors, je me suis très vite rendu compte en fin de première journée que ce qui leur manquait, j'avais hésité à le mettre et je ne l'ai pas mis finalement, mais je l'ai tout de suite mis après le tournoi, c'est le drill. Le bien entraîné sur ces petites barrettes, c'est juste magnifique parce qu'une colonne de 5 nains qui avance de 9 ou de 12 avec la charrette, qui vient sur le flanc de l'unité et qui au tour d'après va driller et charger dans le flanc de l'unité, ou du moins exercer une menace sur un gros pack, c'est très intéressant. Voilà, donc après il y a les 2x5 quarrelers. 2 petites pauses qui permettent, toujours dans la logique du MSU, de masquer le déploiement et de dire, voilà, j'ai 5 nains, ils vont faire 5 tirs d'arbalète. Ça vaut 45 points. Si tu veux prendre des ressources pour venir les prendre, tu vas pas prendre grand-chose. Tu vas perdre du temps parce qu'ils seront en général sur les flancs de mon dispositif. Donc le temps que tu les prennes, parce qu'en plus, c'est même pas dit de traverser les 5 nains, parce que c'est vraiment du 4. Donc c'est un palier qui est intéressant dans le jeu. Voilà, donc, et puis ils apportent 5 tirs d'arbalète qui peuvent toujours faire la blague. Les 2 unités de 10 clan royal pour tenir la ligne, puisque là, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, s'il reste un nain, et pour tomber 10 nains en 4 plus d'armure, relance des 1, avec en du 4, CC4, vétéran qui permet de relancer les tests de peur et tout ça, faut quand même y aller, faut quand même envoyer de la bonne gouache. Donc, du moment qu'il reste un nain, l'unité elle va céder du terrain, quoi qu'il arrive, pas de test de commandement, puisque on a l'obstiné, donc ça va convertir
Ça va permettre de faire un repli en bon ordre, et le mur de bouclier qu'on peut combiner aux deux, qui va convertir le repli en bon ordre en CD du terrain. Donc ça fait une unité qui tank bien, avec 10 PV, qui permet aussi de prendre le scénario sur rivage brumeux, donc on est plutôt pas mal. De rentrer dans les tours aussi s'il le faut. Les 3 balistes avec la force 7, les petites runes à 5 points pour permettre les combinaisons de runes. Le Dwarf Cart, les 5 marteliers drill vétérans avec le bouclier, et les 5 dragues de fer avec la torpille à troll. Voilà pour la liste. Très belle liste, bien expliquée, avec l'historique et tout. Non, la classe. Voilà. Bon, du Donc, coup, t'as une équipe. De répondre sur le misclick du Tan, non, c'était pas un misclick, c'était bien réfléchi. Voilà. La petite Le blague. misclick, c'est par rapport à ce qu'on a dit dans la review des listes. Je suis tellement habitué justement ce qui m'a mis des gros 4D3 touches dans le visage sur mes packs d'Ungor, etc. que je me suis dit non, il peut pas avoir abandonné Jean-Jacques Gatling. Et si, si, finalement, Je l'ai c'était bien une abandonné réponse méta. parce que mon Grim s'est pris plein de coups de fatal de Gorgon, d'Étienne notamment, donc fallait bien que je trouve une réponse. Donc c'était ça la réponse. Voilà. C'est le grand drame de Ungrim, c'est qu'à chaque fois, tu avais un tueur de démons générique qui faisait un boulot de malade et Ungrim qui se faisait tabasser. C'est ça. compliqué. D'un point de vue lore, c'était compliqué. Bon, du coup, vous arrivez à Domazan. Vous voyez qu'il y a une fontaine. Vous voyez qu'on va jouer entre des cuves. Vous voyez des poules de décor. Et surtout, vous avez votre première ronde à travailler. Donc, t'es capitaine. Donc, tu leur demandes de faire leurs estimés. Alors justement, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est des mecs qui avaient l'habitude de le faire pour la majorité ou pas? Voilà, comment ça s'est goupillé et comment vous arrivez avec cette matrice, avec la particularité, encore une fois, on l'a dit, mais que les 5 tables se joueront sur des scénarios différents. La première ronde, les tables 1 et 2 sur de la bataille rangée, 3 et 4 du seuil de déroute et la table 5 en attaque de flanc. Et en fait, voilà, comment vous êtes arrivé à ce premier pairing qui, quand on le regarde en matière de point de vue théorique, vous semble plutôt bien engagé. Alors, pour les estimations, en fait, je pense que personne n'avait fait de tournoi par équipe, donc moi j'ai apporté un peu mon expérience dans ce domaine-là en leur disant, voilà, il faut que vous me fassiez des estimations sur toutes les listes. Il faut que vous me disiez si vous êtes bien, donc une victoire, si vous pensez que c'est plutôt un nul, une défaite. J'ai pas forcément rajouté la granularité de la grosse défaite ou de la grosse victoire. Ça m'importait un peu moins. Du coup, j'ai Eric et JS qui ont rapidement fait leurs estimes. Mon orc et gobelin, il m'a fait marrer parce que du coup, il me répond, il me dit bon, je t'ai fait mes estimes, tu verras, je t'ai mis des N. Quand je t'ai mis des N, ça veut dire que le match est ouvert. Donc je dis ok, pas de problème. Je regarde la matrice qui me remplit. En fait, je vois qu'il m'a mis 80% de N. Donc je lui dis bon, écoute, ça va être sympa à faire les pairings. Et mon loup des mers, du coup, lui, il n'a pas eu le temps de faire. Donc, j'ai fait grosso modo avec ce que je connaissais, vite fait les estimations grosse maille pour mon loup des mers, pour quasiment tout le tournoi, je crois, les 4 rondes. Donc voilà, j'arrive avec une matrice de pairing un peu comme ça. Donc, j'arrive à m'en sortir quand même. Comme dit, je choisis d'ouvrir avec mon orc et gobelin sur bataille rangée, parce que c'est une armée assez solide à base d'infanterie et de tir. Et surtout, je crois que je veux garder Breto et mon loup des mers sur attaque de flanc, parce que c'est mes 2 armées les plus mobiles. Voilà, du coup, donc en bleu sur la matrice, c'est les matchs qui vont avoir lieu. Le nain contre guerrier du chaos, je sais que mon adversaire m'aura dit en début de partie que c'était le match qu'il voulait pas. Moi, je m'étais estimé très bien sur lui. On va en parler tout à l'heure. On a un miroir. Non, on a un contre. Donc là, il m'avait mis une victoire, mon orc et gobelin. Mais la petite subtilité qui m'avouera en fin de pairing, enfin fin de ronde, c'est qu'il a découvert le corps de Frédémon. Il l'avait pas vu sur la liste et il savait pas ce que ça faisait. Donc il l'a découvert quand on joue une Wern, ça fait un peu mal. Le roi des tombes, il s'était mis en nul sur le clan royal. Ok, mon loup des mers, il s'est mis en victoire contre le orc et gobelin, et mon breton en victoire contre le roi des tombes. Donc effectivement, sur la matrice de pairing, avec les données que j'avais à ce moment-là, je crois que j'avais un solide 4 wins pour un draw. Donc je me sentais plutôt confiant sur la ronde. Du coup, on va venir à ma partie contre Benvenuto avec ses guerriers du chaos.
Il joue une solide liste avec double dragon, un gros pack de guerriers du chaos de Tsench, avec un mage niveau 1 qui a la poupée, 2 x 3 dragons ogres. Donc c'est une liste, moi je me sens bien dessus parce que je sais que mon tueur de démons peut gérer les dragons ogres. Il a coup fatal et puis je l'ai testé plein de fois le match-up, je sais que ça se passe très bien pour le tueur de démons. Les dragons, j'ai quand même les balistes, 3 balistes force secte et annule les sauvegardes d'armure. J'ai Montagne de shoot qui peut faire des choses. Alors je me rends compte que le dragon de Malflamme il est quand même pas si mal que ça. Parce qu'il a quand même une bonne armure, il va avoir une invue 5+, une régène 5+, contre les tirs magiques de toute mon armée. Voilà, j'ai ma Torpilla Troll qui peut aussi faire des choses. On est sur seuil de déroute. Voilà, je me dis juste, il faut que j'arrive à gérer le pack de 29 guerriers du chaos. Et puis, je vais temporiser les dragons. Je vais donner un peu des choses à manger. Je vais essayer de sortir le dragon de Malflamme ou les dragons ogres rapidement. Et puis, on va voir ce qui se passe. Donc, le déploiement, je prends toute la table, en fait, et je mets l'enclume au centre avec Ungrim à côté dans les 5 marteliers en colonne de marche. J'ai mon tueur à portée de la charrette aussi sur mon flanc gauche. Lui, il va mettre ses 2 dragons derrière un bâtiment. Et il va pousser rapidement, en fait. Ses guerriers du chaos sont en colonne de marche. Il va avancer de 12. Je crois qu'il cherchait notamment avec son mage niveau 1. Je pense qu'il se disait si je tombe par chance sur le sort de vol, c'est jackpot. Mais il l'a pas eu. Du coup, il a eu un sort qui était assez anecdotique parce que je crois qu'il a rien fait de la partie. Mais l'intérêt, c'était la pupette. Le fait que je joue nain, ça me neutralise aussi la pupette dans le pairing, puisque la pupette ne marche pas sur les objets de sort en nain. Donc là, moi je suis très content de cet appariement-là. Ce qui se passe, c'est que grosso modo, il va pousser fort avec toute son armée, hein, c'est son rôle, lui il a pas de dégâts à distance. Moi je suis un peu un mix entre une gunline et une armée de corps à corps. Donc il va pousser fort. Mon tir globalement ne fera rien de la partie, j'ai mes 3 balistes. Qui sur 5 tours vont toucher peut-être une fois, je crois, et faire 2 points de vie à un dragon ogre. Montagne va peut-être, je crois, blesser le Malflamme et faire 1 sur son D3. Bon, voilà, du coup, je suis obligé d'avoir un plan B. Et mon plan B, c'est qu'en fait, il va pousser ses dragons ogres en face de ma ligne du centre, en se mettant genre à, je sais plus, 14 ou 15 pas peut-être 12 ou 13 pas des... Ah, je sais plus, non, ça devait être un peu plus lent parce que j'ai la colonne de marche. Donc je pense qu'il devait être à 14-15 pas des marteliers pour s'assurer que je puisse pas le charger. Et en fait, là, moi j'avance, j'envoie les marteliers en colonne de marche, je mets la charrette, j'avance de 12. J'active le double mouvement avec l'enclume, je drill avec les marteliers et Ungrim, je me pose à 1 pouce devant les dragons ogres, et là je lui dis en fait, maintenant je suis devant toi, soit tu me charges, moi je vais avoir initiative 4, 2 attaques par martelier parce que c'est la règle du défenseur stoïque. Toi, tu vas avoir une arme lourde, donc initiative 1 plus 1 d'initiative, tu vas taper à initiative 2, donc je vais taper avant avec Ungrim et les marteliers. Ça va quand même pas trop bien se passer pour toi. Soit si tu me charges pas, moi je te charge, et je vais taper avant. Je vais pas avoir les 2 attaques, mais je vais quand même au moins tomber un dragon ogre, je pense. Voilà, donc il prend le choix de me charger. Je crois que je lui tombe un dragon ogre ennemi, lui il doit rien me faire. Il va fuir. Je vais choisir de restrain, et en fait là j'ai 2 options. Soit j'ai le Malflamme et le Lord du Chaos sur mon flanc gauche, qui vient de rentrer dans mes 10 guerriers des clans royaux, soit j'ai un beau flanc avec mes 5 marteliers sur les 29 guerriers du chaos. Et en fait, déjà je suis sur seuil de déroute, donc je me dis que chaque figurine que je prends, c'est intéressant. Donc prendre le pack de 29 guerriers du chaos, c'est très intéressant. Et en plus je me dis, je vais me retrouver sur le flanc, il s'est mis, je crois, en front de 10, donc il a juste 3 guerriers du chaos sur le flanc, qui pourront riposter, et moi je me dis, je vais y aller. Quoi qu'il arrive, je pense que je lui tombe les 3 guerriers du chaos, parce que déjà une Grim, il va toucher à 3, il va blesser à 2, moins 3 à l'armure, autant dire que s'il lui reste juste une 6+, il y a peu de chances qu'il tank, qu'il sauve ses 3 modèles. Et dans tous les cas, il y a de fortes chances avec ses bonus fixes, il va avoir 1, 2 rangs, close order, une bannière, donc il y a de fortes chances qu'il va céder du terrain pendant quelques tours. Et que du coup, mon pack, il va le gratter petit à petit et ça va me laisser le temps de venir avec les contre-charges. Donc c'est ce qui va se passer. Il va céder du terrain pendant 1 ou 2 tours. Je vais charger de dos avec mes barbes, de flanc avec mes 10 guerriers des clans royaux. À ce moment-là, il va perdre le combat, il va replier en bon ordre
Et du coup, il va y avoir 9 ou 10 tests de péril. Et il va perdre, je crois, 7 ou 8 guerriers du chaos sur la manœuvre. Moi, je vais le poursuivre. Et à ce moment-là, je crois qu'il lui reste une dizaine de guerriers du chaos qui vont finir par tomber dans le combat. Parce que j'ai les marteliers plus 5 longues barbes qui vont les poursuivre et qui vont finir le pack. Sur mon flanc gauche, les dragons vont rentrer le pack. Ils vont perdre un peu de temps dans les guerriers des clans royaux. Je vais lancer un défi, tout ça. Il va rater ses tests de restrain avec son Seigneur du Chaos. Mon tueur de démons, il va partir sur les dragons ogres. Je me dis, il y a quand même de bonnes chances que je tombe le pack. S'il ramène pas son Seigneur du Chaos, qui du coup le mettra complètement hors game, parce que les dragons ogres et mon tueur de démons sont complètement sur le flanc gauche, et du coup, s'il vient dans ce corps à corps là, je sais qu'il fera plus rien de la partie. Donc je crois qu'il rate son test de restrain. Il rate son test de restrain, et du coup, il n'a pas d'autre choix que de charger mon tueur de démons. Qui va permettre quand même de sauver les dragons ogres, parce que si je prends les dragons ogres, je pense que je le fais dérouter, parce qu'il lui reste son lord du dragon à 10 de PU, son dragon de malflamme à 6 de PU, et un dragon ogre. Donc je crois que si je lui prenais ces 3 dragons ogres, c'était terminé. Ce que j'arrive pas à faire, parce que du coup il va me fumer le tueur de démons, ce qui est quand même plus ou moins normal avec son lord. Et du coup son malflamme va remonter la ligne, plume, va prendre une baliste. Pareil, il va sortir de table, et puis à monter 5, je lui dis écoute, moi je peux plus rien te prendre, toi tu vas pas pouvoir me faire dérouter non plus, et on s'arrête là sur une égalité. Voilà, on se rend compte en discutant avec les collègues qu'en fait on a 3 tables, dont la mienne, où on dévisse quand même pas mal au jet de dés, et en fait c'est ce qui fait que du coup on fait un match nul sur la ronde. Les collègues des Trolls des Pins, donc Chou et Benvenuto, le dimanche matin nous diront en fait on comprend pas comment on a fait un match nul contre vous, parce qu'on était vraiment pas bien. Voilà, c'est comme ça, c'est la magie, un peu le hasard des dés, tout ça, sans doute aussi une ou 2 erreurs d'estime de pairing. Enfin bon, bref, mais on est quand même content, on perd pas la partie, on commence doucement, on est pas mal. Voilà. Ouais, un sous-marinage à l'égalité, c'est plutôt pas mal. Après, ouais, voilà, encore une fois, faut pas oublier le contexte. Le pairing, quand c'est fait par les joueurs à fond de balle, qu'ils ont de l'XP sur les trucs, ça a du sens. Quand c'est un peu plus. Quand c'est fait avec moins d'expérience, etc., c'est très très compliqué. Et puis tu as le scénar. Il faut être capable de se dire attends, dans quelles conditions je suis bien? Est-ce que je suis bien si j'ai le toss uniquement? Est-ce que je suis bien en général? Est-ce que je suis bien sur tous les scénars, sur toutes les tables, avec le placement des décors? Donc, une égalité. Ouais. Sur le papier, vous étiez censé la gagner si on regardait que les pairings. Mais encore une fois, The Old World est un jeu assez riche sur ça. Et puis, les dés peuvent dévisser dans un côté ou de l'autre, quoi. Oui, tout à fait. Donc, du coup, ça vous amène au barbecue du samedi midi. Ouais. Très bonne chipot au passage. Très bonne chipot. Il y a une maîtrise de la saucisse côté Juan qui est plutôt pas mal. Une fois que ça c'est fait, hop, les sales gosses, l'équipe de Domazan. Donc là, faut pas vous embrouiller avec le taulier, parce que sinon il peut vous faire partir directement. Et vous voilà sur votre ronde. Donc voilà, les sales gosses, équipe de Domazan. Après l'égalité du matin, voilà, quel est le mood de l'équipe, et puis comment vous entamez la ronde, quoi. On entame la ronde plutôt confiant. On commence à faire connaissance, parce que du coup, nous avec Christophe, on est arrivé le samedi matin, donc on a vu les collègues de 3 pendant 10 minutes. Donc c'était un peu short pour faire connaissance. On a échangé un peu à midi, on a parlé de nos games, ça commence à prendre, la cohésion d'équipe commence à prendre. On se dit que on a une deuxième ronde. Le tableau de pairing est pas, enfin la matrice d'appariement est pas dégueulasse. C'est juste l'Empire qui nous embête vraiment avec sa list gunline. Donc on y va un peu en mode on va voir ce qui se passe. Sur l'appariement, j'ouvre à nouveau en orc et gobelin. Parce qu'on est en seuil de déroute, je me dis, des gobelins, il y en a à foison, donc lui, il est tranquille sur seuil de déroute. Dis-le que tu as sacrifié le peau verte. Dis-le que tu l'as sacrifié à chaque fois, il n'y a pas de problème, dis-le. Non, il m'a marqué des matchs ouverts pour tout, donc moi, je suis parti du principe qu'il pouvait tout prendre. Non, il t'a marqué des matchs tout verts. C'est un orc et gobelin, c'est tout vert qu'il voulait mettre. Ouais, voilà. Mais en plus, je le vanne, et puis c'est un peu notre running gag depuis ce tournoi. Dans le groupe, c'est que il a marqué ça, mais il a quand même assuré des très bons résultats sur le week-end, donc c'était très cool quand même. Donc ils ouvrent en empire. Je spoil. Moi, je réponds en empire.
Ouais. Excuse-moi, je Pardon. spoil, mais c'est quand même le seul joueur qui a empêché les Homebet de faire 4 victoires. Les 2 joueurs Homebet Voilà. du tournoi. Donc rien que C'est pour c'est ça, quelqu'un de on très va lui ériger désagréable. une statue à Lyon. Donc voilà. L'Empire, je lui réponds sur un roi des tombes et loup des mers. Donc loup des mers, on sait que c'est une très bonne liste contre les gunlines. D'ailleurs, c'est celle qui m'a mis un nul. Enfin, j'ai mis un nul, mais je pense que c'est peut-être une victoire. En vrai, voilà. Après, j'ai pas beaucoup d'expérience sur le loup des mers, mais je pense que ça peut jouer. Et en fait, mon roi des tombes, il avait mis une défaite, mais là, on est sur seuil de déroute. Et vous verrez que sur seuil de déroute, une liste gunline contre un mort. Bah en fait, pour le faire dérouter, il faut quand même qu'il se lève de bonne heure. Donc, je me dis, c'est les meilleures réponses à mettre. Il va choisir le roi des tombes, ce qui, pour moi, nous assure quasiment un nul dans la ronde, sur en plus l'armée qui nous embêtait le plus. Après, du coup, on est sur Rivage Brumeux, donc je pense que, alors je sais plus exactement qu'est-ce qu'ils mettent en deuxième et ce qu'on met en deuxième, mais vous avez donc toutes les cases de couleurs, c'est les matchs. Ce sont les matchs. Du coup, moi, j'arrive à choper le CV. C'était le match que je voulais dans le pairing. Parce que ma liste, comme je disais, elle est buildée pour taper du CV notamment, tout ce qui est Terror Guys, tout ce qui est Banshee, Montagne, il est magique là-dedans. En plus, j'ai des attaques magiques de partout. La baliste, si elle touche, c'est un one-shot d'une Banshee. Donc on est pas mal. Sur le pairing, du coup, on voit qu'on a 3 wins et du coup 2 draws parce que la défaite du roi des tombes, vu qu'on est sur seuil de déroute, se transforme en draw. Donc encore une fois, on est pas mal. On espère qu'on va faire mieux que la première et que les dés nous souriront un peu plus. Donc ma game, du coup, on est sur Rivage Brumeux. Mon adversaire, il est défenseur. Il va se placer en premier. Il va se paquer au centre. Moi, je vais encore une fois choisir de prendre la table avec mon MSU, c'est ce que je dois faire. Je vais choisir de scorer avec mes 2 unités de clans royaux, je vais les mettre sur les objectifs. Et je me dis, de toute façon, il n'a pas de dégâts à distance significatifs, donc ils vont être tranquilles. Et j'accepte de jouer sans toute la game. Ils vont rester en mode défensif pour scorer le scénario. Voilà, du coup, il va pousser avec ses 2 terreurs, son pack de chevaliers. Les ghouls vont rester en défense pour essayer de scorer le scénario. Voilà, moi, à mon T1, je vais tirer un Terrorgeist au tir. Avec montagne de shoot, je crois qu'il lui fait 3 PV. Donc, je crois que même si je fais pas 4 PV. Ou peut-être je fais avec les dragues de fer encore un PV. La baliste, qui va enfin décider à toucher, va blesser, va faire les 2 derniers PV sur le Terror. Donc je sors déjà un Terror T1, je suis très content. Et je mets l'autre Terror à 3 PV. Donc je suis plutôt pas mal. Mon tueur, il vient le menacer. Voilà, après le reste est plus ou moins statique. J'attends un peu qu'il avance. Peut-être que je fais déjà ce tour-là la même manœuvre avec les marteliers. Je pense que je fais la même manœuvre, c'est déjà au T1. J'essaye de faire le même job que sur les dragons ogres avec les marteliers, sauf que là mon double move ne passe pas. Bon, je me dis, c'est dommage, mais c'est pas la fin du monde. Parce qu'en fait, il va me choisir de me charger le pack de Dungrim avec son pack de chevalier noir avec GB niveau 3. Voilà, le Terrorgeist va crier sur mon tueur, faire un point de vie que je vais sauver à l'invue à 2+. Et après, le reste, la magie va repopper un point de vie sur le Terror, il va bouger un peu, rien de significatif. À mon tour, du coup, le corps à corps avec Ungrim, c'est ça qui est intéressant. C'est que je vais lancer un défi avec Ungrim, il va pas avoir le choix que de le relever, parce que sinon je lui dis, ta GB, elle va derrière, et t'as plus les bonus de ta GB, sachant que même s'il attaque avec 5 ou 6 chevaliers, il va me toucher à 5+, ou à 4+, je sais plus s'il avait le home à ce moment-là, sur ses guerriers, il va me blesser à 4, parce que j'ai endurance 6, je vais avoir une 6+ relance des as, 5+ invue, donc au pire il me fait 1 ou 2 PV, enfin voilà, c'est pas la fin du monde, mais il va choisir de le relever avec le champion, champion qui va rien me faire. Du coup, Ungrim va faire un perfect. Les guerriers du rang ne pourront pas taper la troupe puisqu'il n'y a que Ungrim au premier rang comme je suis en colonne de marche. Et du coup, je vais gagner le combat de 1. Il va céder du terrain. Je vais restreindre à nouveau. Et à mon tour, je vais me balancer bonus d'armure, je crois, et je vais driller et charger le pack de chevalier. Et en gros, je vais prendre 3-4 tours, parce qu'à ce moment-là, je vais relancer un défi, qui là, il n'a pas le choix que de refuser, parce que sinon, je lui plie sa GB. Et je vais mettre la GB derrière. Donc du coup, il n'aura plus aucun bonus de GB, il n'aura plus bonus du homme de commandement. Et mon unité, il va repoper 1 ou 2 cavaliers par-ci par-là. Mais à terme, je vais finir par le grind.
Et au bout de 3-4 phases de combat, je vais prendre tout GB niveau 3, le pack. Mon tueur de démons, mon T2 ou T3, va prendre le Terrorgeist. Il va mourir parce que du coup, lui, il va réussir sa touche spéciale qui fait 2 PV à 6 plus pour toucher, 5 plus pour blesser. Bon, bah, il la passe. Et derrière, quand je tue le terrain au corps à corps, bah, il va tirer avec à faire un 6 sur les D6 touches de force 2. Donc il va finir de tuer mon terreur, mon tueur de démons. Mais c'est pas grave, il aura sorti le Terrorgeist et il a fait le taf. Donc je suis plutôt content. Mon tan de shoot et mes tirs vont à ce moment-là focus la corpse carte que je vais sortir en 1 ou 2 phases de tir. Et après, le tan de shoot va finir par tomber les Banshees qui sont un peu isolés au milieu de la pampa. Dès que je le touche et que je le blesse, parce que je touche à 3, je blesse à 3. Et après, c'est des 3 PV, il a qu'une 6 plus de régène. Donc elles vont tomber assez rapidement. La Mortise va rentrer dans la ligne, mais sur le flanc, elle va prendre 1 ou 2 petites unités. Avec le jeu des fuites et tout ça, elle va être un peu son impact va être minimisé. Et du coup, je vais finir sur un solide, je crois, 1500 points à 600 ou un truc comme ça avec le scénario. Donc je fais une grosse victoire à ce moment-là. Et les collègues tiennent leurs estimes puisqu'on fait 3 wins et 2 draws. On est à 16-4 sur la ronde, donc un peu ce qui était attendu. Donc on est plutôt content. Et arrivé à la fin de cette ronde-là, la première journée, moi le retour que j'ai sur ma liste, c'est que j'ai rajouté 5 marteliers et que les MVP de ma première journée sont les 5 marteliers à Engrim. C'est eux qui me permettent de stopper l'avancée du guerrier du chaos au centre sur ma première ronde. C'est eux qui me permettent de prendre GB niveau 3, le pack de chevalier noir sur ma deuxième. Le tan de shoot est crucial sur la deuxième game. Donc voilà, sur la première journée, je suis plutôt satisfait de ma liste et de ce que j'ai rajouté en dernière minute et de l'orientation globale de la liste. On est content du résultat de l'équipe puisqu'on fait un nul, une victoire. Une victoire assez solide en plus, un 16-4, c'est assez joli. On sait du coup le samedi soir qu'on va jouer l'équipe de Sword and Baguette, la fameuse équipe de Corbac. Et là, voilà. Et là, on va passer la soirée tranquille et puis on va partir pas trop tard parce qu'on a un pairing à bosser pour le lendemain. Et c'est une partie que mes joueurs ont beaucoup aimé parce qu'on s'est mis pendant 1h30 le samedi soir à réfléchir au pairing du lendemain. Et je pense qu'on a bien fait la lecture du pairing. On va y venir tout à l'heure. Parce que c'est un peu ce qu'on avait prévu qui s'est passé. Voilà. Ouais, donc alors samedi soir c'était pas et là, si je dis pas de bêtises. Oui, excellente Plus paella. dégustation d'alcool divers et variés selon les groupes. Mais ouais, il y a eu du bossage de pairing. Nous de notre côté c'est pareil, on est rentré à 11h ou à minuit, on s'est dit bon les gars, 30 minutes max, on prépare ça, on a déjà fait la théorie, du coup faut qu'on dorme quand même. Et donc nous voilà le dimanche matin. Alors pour nous c'était un petit peu la finale du tournoi parce que voilà, on connaissait le bon niveau de vos joueurs et de vos listes, hein, qui étaient des listes solides et personnelles, donc forcément ça fait plaisir. Et donc ouais, une petite matrice, un peu de pairing à préparer, ouais. Ouais, voilà. Nous, alors sur le pairing, alors oui, nous on se dit aussi que ça va être la partie du tournoi en fait. Nous on sait que si on gagne la ronde, on est pas mal, on peut prétendre à une victoire du tournoi. Si on perd, on va tomber un peu dans les bas-fonds. Voilà. On pense pas forcément à l'égalité à ce moment-là, mais on verra. Du coup, la matrice de pairing et les appariements. Ce qu'on voit rapidement, c'est que l'Empire va être très probablement lancé en deuxième phase, en deuxième défense, sur le rivage brumeux. C'est l'armée qui a l'air la plus solide sur ce scénario-là. Et que les armées que vous allez lancer ou proposer en première défense, ce sera Hombet ou Guerrier du Chaos. Moi, je me dis, en fait, le Guerrier du Chaos sur attaque de flanc, je voyais plutôt l'Hombet, mais dans la logique, je me dis, ils peuvent nous surprendre et mettre le Guerrier du Chaos, ça se fait aussi. Je vais garder mon Bretonien en réponse. Et du coup, je choisis d'ouvrir avec attaque de flanc avec mon Loup des Mers pour
parce que c'est encore une fois dans la logique d'armée mobile, ça se prête très bien sur ce scénario-là. Donc j'ouvre en loup des mers, vous ouvrez en guerrier du chaos, donc à ce moment-là, je fais un peu ce que j'avais prévu en plan B. Donc je suis plutôt content, et je crois que je réponds avec bretonien, et je sais plus ce que je mets en deuxième. Peut-être bretonien roi des tombes, je me souviens plus. Mais en tout cas, vous choisissez le match-up guerrier du chaos contre bretonien. Moi, JS, il m'a mis une belle victoire, mais il m'a quand même mis que c'était un match. Enfin voilà, ça pouvait quand même tourner d'un côté ou de l'autre, mais il était quand même serein sur le match. Contre le loup des mers, vous me mettez homme lézard et je crois au elfe. C'est un peu ce que j'avais prévu. Donc, moi, dans la logique du pairing, je vois plus loin et je me dis, il y a l'Empire. L'Empire, quand vous voyez la matrice de pairing, en fait, il est quasiment bon contre tout, sauf l'orque et gobelin. Moi, je me dis, en fait, et sachant que mon orque et gobelin, comme la première, là, il n'a pas vu qu'il y avait le corps, donc je pense que c'est un gros rouge aussi, au final. Et du coup, je me dis, le seul qui peut faire quelque chose sur l'Empire, en duel de gunline, c'est moi en un. Parce que moi, le corps, je m'en contrefous, j'ai rien qui vole. Et en plus, j'ai quand même des armes pour le duel de tir, parce que lui, il a 3 canons qui, certes, être plus efficaces que mes balistes. Mais j'ai quand même une torpille à troll que, si elle touche, elle est force 8, donc elle baisse à 2+, le canon, et je vais faire des 3 PV, donc potentiellement, je peux one-shot un canon. J'ai mon tank de shoot, s'il fait un 6 pour blesser, il va toucher à 3+, les 2 tirs vont toucher à 3+, il suffit de faire un 6 pour blesser, et je fais potentiellement des 3 PV, et c'est un one-shot. Mes arbalétriers, ils sont 5, ils vont jamais être focus, mais si je les mets à portée d'un canon, c'est 5 tirs qui vont toucher à 5+, donc je peux en faire 2 en stats. Si je suis un peu chat, j'en fais 3, et c'est une chance sur 2 de faire un 6. Pareil, c'est un petit point de vie qui tombe. Et à gratter petit à petit, je peux tomber des canons. Voilà, en plus du choix de décor qui va être crucial sur cette partie. Donc moi, mon objectif, et en plus je sais que la partie va être compliquée, et ça m'intéresse. Donc moi, je veux choper l'Empire. Je choisis dans cette optique-là de sortir l'homme lézard, parce que l'homme lézard, c'est le seul match-up que j'ai vraiment compliqué dans le pairing. Et je me dis, il y a un monde, si je laisse traîner l'homme lézard, que si je balance mon nain en réponse à l'Empire, ils prennent l'autre armée chez nous, et que je me retrouve à parier contre l'homme lézard en dernière partie. Et ça, je veux pas, parce que moi, j'ai quand même une matrice d'estimation qui est plutôt positive, et si je me retrouve contre mon seul gros rouge, en fait, ça me fait un peu chier. Donc je vous mets le loup des mers sur l'homme lézard. Donc ça me sort l'homme lézard, et après, vous, je crois que vous prenez le guerrier du chaos sur notre bretonien. Je crois que vous lancez l'Empire en deuxième def. Nous, on répond avec nain, et je pense à ce moment-là roi des tombes. Et nous, on lance l'orque et gobelin en deuxième def, et vous répondez avec homme bête. Et je sais plus, ça doit être au elfe, je pense, la deuxième Au elfe, ouais, def. c'est ça. Au elfe, parce que de toute façon, Ricky a fait que de la ronde 5, que de l'oublier, Ouais. tout le Voilà. truc, donc il a été toujours en deuxième attaque, notre pauvre Ricky. Voilà. Et du coup, ça fait donc que l'Empire va me choisir moi. Ce que je comprends, parce que le match-up contre le roi des tombes, je pense qu'une gunline, tu le veux, c'est pas un match-up que tu veux forcément. L'orque et gobelin, nous, il va choisir l'homme bête, donc toi Corbac, parce que il se voyait sur un match ouvert. Voilà, il fallait c'était le moment où il fallait qu'il montre un peu ce qu'il valait, et qu'il montre sa valeur, comme on dit. Et voilà. Donc on se retrouve avec tous les matchs en violet. Moi, quand on se voit avec Corbac à la fin du pairing, ou je sais plus, ou si c'était à la fin, je lui disais qu'on se voyait plutôt bien. Lui, il me dit, on se voit plutôt bien aussi. Donc il y en a forcément un des deux qui se trompe. On verra à la fin de la ronde. Du coup, le match contre Cacique, la game, pour moi, elle se joue dans le early game, comme j'appelle, donc c'est le choix des décors et le placement des décors, et le déploiement. Donc pour le choix des décors, moi je vais prendre le décor spécial, le monolithe, parce que j'ai envie de casser la ligne de vue au centre de la table, et ça me rapporte 50 points de victoire. Puisque je sais que lui, avec sa gunline, il va pas venir prendre l'objectif, enfin le décor spécial. Déjà, je prends ce décor. Et après, je prends une colline pour casser le
la ligne de vue, parce que mon objectif c'est de la placer au centre de la table. Et je crois que je prends une forêt aussi dans l'objectif de casser les lignes de vue. Lui va prendre full champ et eau, je crois. Bah, lui, son objectif c'est d'avoir un champ de tir sur la map. Je comprends. Pas du tout, c'est le Lord de l'Empire, il aime les fermes et les petits points d'eau. Voilà. Et du coup, je vais commencer à placer des corps spéciales. Je vais mettre donc le monolithe au centre. Lui va placer son étang sur l'autre flanc en mode vas-y, je casse ce côté-là. Et moi, je vais prendre la colline et je vais la mettre en médiane à côté du monolithe, en laissant un petit couloir pour passer. Et du coup, à ce moment-là, il se dit ah ouais, en fait, là, je viens d'orienter le déploiement parce qu'il a plus qu'une moitié de table où il peut se déployer. Et moi, je viens de casser complètement la ligne de vue. Je vais mettre une forêt aussi à un autre moment, à un autre endroit. Bon, ça c'est plus anecdotique, mais elle va quand même masquer les lignes de vue et tout. À la fin du déploiement de Cacique et de mon déploiement, on va chacun faire notre call captain pour discuter avec nos capitaines respectifs. Donc moi, je suis le capitaine, je vais demander à JS son avis pour avoir l'avis extérieur. On est plutôt d'accord sur la déroulée de la partie. Moi, je vais mettre des baits en fait, parce que je sais qu'il a le T1 comme on est sur Rivage Brumeux. Et en fait, je vais mettre des baits. Je vais sacrifier volontairement, enfin lui dire, bah voilà, mes nains qui peuvent scorer, ils sont en colonne de marche. Qu'ils perdent un modèle ou qu'ils en perdent 5, c'est la même chose. Mais ce que je veux, c'est qu'ils ne focusent pas mes balistes sur le premier tour. Et en fait, j'ai mis des enfilades pour ma charrette en me disant, bah voilà, s'il perd le temps de tirer là-dessus, ça va me permettre de prendre l'avantage au match-up de tir et de potentiellement sortir une, voire 2 machines de guerre. C'est ce qui va se passer. Je crois qu'il va me tuer 1 ou 2 nains. Il va tuer 2-3 guerriers des clans royaux. Je vais plus pouvoir scorer mes 50 points de scénario. Mais moi, à mon tour, je vais réussir à sortir un canon parce qu'il s'est mis à portée de l'enclume, des 27 pas de l'enclume et des dragues de fer. Donc la torpille et le blast de l'enclume vont sortir un canon. Et après, globalement, le tueur de démons, il va sécuriser mon flanc contre les pistoliers en permettant l'avancée des guerriers des clans royaux et des marteliers qui vont s'appuyer sur le monolithe. Ça va être grosso modo un duel de tir. Lui, il va faire quand même l'erreur à son T1 de protéger ses chevaliers. Et il va se rendre très vite compte à la fin de mon T1 que moi, ce que je veux focus, c'est les canons. Donc, il va changer de stratégie. Mais en fait, il a perdu du temps. Et il n'est pas forcément beaucoup puni parce que, encore une fois, mes balistes, sur les 3-4 tours, vont toucher qu'une seule fois. Et en plus, je vais faire un as pour blesser, qui est un peu triste. Mais globalement, sur la game, je vais sortir 2 canons. Lui, va me prendre 2-3 petites unités par-ci par-là, mais c'est vraiment pas beaucoup. Marquer les points de scénario. Et en fait, sur son erreur de sortir son unité de paysan de l'objectif au T4, il va perdre 1 ou 2 modèles, ce qui va l'empêcher il va plus pouvoir scorer parce que moi, à mon T1, je vais utiliser mon tan arbalétrier pour tuer un arbalétrier qui est à portée d'objectif. Donc en fait, il ne pourra plus que scorer avec les paysans. Et en fait, c'est ce qui va me permettre d'arracher le 3-1, enfin le 1-3. Voilà, la game était super intéressante. C'était ma game la plus intéressante du week-end. Il s'en va encore sur le déplacement des archers pour rien là. Mais en tant que capitaine, c'est la première fois qu'on m'appelle après. Enfin, moi je l'appelle le T0, tu vois, déploiement, enfin décor plus déploiement. C'est la première fois où il vient. Et en fait, c'est moi qui lui ai dit écoute, à la longue, tu perds contre sa liste. Donc, il faut juste que tu marques le plus de points possible pendant les premiers tours tant qu'il n'est pas en train de te casser les jambes. Il va te prendre tes objets à terme d'une manière ou d'une autre où tu vas les perdre. Donc, il faut vraiment que tu l'empêches de marquer les 100 points. Et c'est pour ça qu'il m'a dit ouais, je défonce les balistes. Je dis non, là par contre, tu vas me détester, mais les balistes, tour 1, tu t'en tapes. Tu tues 2 nains. Si tu arrives à faire une enfilade et en tuer 1 et 1, c'est parfait. Si tu arrives à avoir une baliste sur un tour, mais je dis voilà, il faut que tu sécurises les points d'objet parce qu'il n'y a que comme ça que tu gagneras. Parce qu'au long terme, si tu tues les balistes au tour 1, tu vas pas marquer les 100. Enfin, il ne va pas y avoir le différentiel de 100, 200 ou 300 points qu'il peut y avoir sur les premiers tours. Et donc voilà, mais clairement, ouais, en tant que joueur de Gunline, crois-moi, quand je lui ai dit non, pas les balistes, il était pas bien. Je pense que ta lecture est pas déconnante. Si c'était à refaire, je pense que je devrais placer peut-être mes guérins un peu différemment. Parce que c'est vrai que sur ce scénario-là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais estimé un match-up négatif contre sa liste.
Et en fait, j'ai revu mon estimation sur le gunline de l'Empire. Je me dis que je peux largement la jouer et que le nul est tout à fait possible, mais pas sur Rivage Brumeux. Rivage Brumeux, le scénario, il est trop dur pour moi. Et en fait, voilà, je pense que sur tout autre scénario, je peux faire un nul facilement, voire une petite victoire, mais plutôt le nul. Et sur Rivage Brumeux, il est quand même largement pour lui, le scénario. Donc voilà. Donc on est content. On se rend compte que sur voilà, là vous avez la partie. Moi j'ai fait mon flanc en déployant toutes mes unités naines en ligne. Comme ça, s'il tire dessus, il fait qu'un nain à chaque fois. Donc autant dire qu'un tir de canon pour tuer un nain, il va avoir la tristesse un peu. L'enclume, je sais que s'il perd du temps à tirer dessus, c'est tout bénef pour moi parce que j'ai 5+1 vue et qu'il va me faire qu'un seul PV à la fois. Donc très peu de chances qu'il me le sorte. C'est du tir perdu pour moi s'il tire dessus. Donc il l'a bien fait, il n'a pas fait un tir dessus et c'était le bon choix. Voilà. Et du coup là vous voyez, je pouvais contourner le petit obélisque avec mes marteliers, mes clans royaux pour essayer d'aller menacer l'objectif. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au T4. J'étais à portée de l'objectif et ces unités s'étaient retirées. Et je commençais à rentrer dans les lignes. Il y avait un Engrim Énergie qui pouvait arriver potentiellement dans les lignes de l'Empire à ce moment-là et faire un peu de mal, quoi. Voilà. Et du coup, sur la ronde, on est à 9. Donc une jolie égalité. Mon Orc et Gobelin va faire une magnifique égalité contre toi, Corbac, ce qui nous permet aussi d'arracher le nul. JS va assurer contre JP et faire son 4-0. Mon Roi des Tombes, alors je sais plus, il perd contre l'OL. Ouais, Mais ouais, je pense qu'il y a une erreur d'estime de notre côté. Voilà, je pense que le match-up est plutôt pour le Elf. On en avait discuté après d'ailleurs. Et l'homme lézard, mon loup des mers contre le lézard va gagner 3-1. Et du coup, on fait une solide égalité contre vous. On est plutôt content. Voilà. C'est les seuls contre qui vous avez fait une égalité. Vous n'avez pas gagné. Donc voilà, on est plutôt fiers. Et là, on est pas mal. Vous avez gâché tout le tournoi. Du coup, voilà. Voilà, ça devait être beau et tout est gâché. Non, on est très content. On adore être un caillou dans une chaussure, tu sais. Donc, voilà. Non. Ouais, pour nous, la vraie déception, c'est le Breton contre KO où clairement il y aurait eu des points de sauver. Moi, je suis vraiment pas passé loin d'en prendre une contre l'Orc et Gobelin. Ça s'est joué à des petits enchaînements de jet de dés à la fin où je pense qu'il avait l'avantage au point de victoire si ça se faisait. Donc il y avait facilement un point de plus chez vous et un point de plus chez nous. Donc déjà, il y avait un 11-9 mais inversé. Un contre Empire, voilà, JP s'en veut, il dit j'aurais pu mettre le 4-0, j'ai mal scoré les points, il y a un moment où je me suis trompé, j'ai bougé de l'objet, machin. Au Elf contre 3 des tombes, pour moi c'était le 3-1, enfin dans nos estimés, il est censé marquer 3-1, il gagne 4-0, GG à lui, très fier de Ricky, qui a prouvé qu'il était bien meilleur sur table que sur Warhol. Tout le monde c'est le cas de tout le monde, hein. Je pense. C'est compliqué Warhol, moi j'ai du mal à appréhender, tu fais plein d'erreurs que tu fais pas à la table. Même si tu as la possibilité de tout checker, hein, mais moi j'ai vraiment du mal. Warhol, je suis vraiment plus en mode un peu plus détente. À la table, je suis quand même plus sérieux. Voilà. Donc je comprends tout à fait. Et donc, égalité. Nous, on est très contents parce que du coup, on a deux victoires, une égale. Et puis voilà, on a eu très très peur sur la ronde, même si au final, j'ai 3 joueurs qui m'ont dit oh putain, j'aurais pu mettre un point de plus facile, j'ai merdé, etc. Moi, je suis sorti en PLS, enfin, l'Orc et Gobelin, quand tu joues Hombet, t'as envie de crever. Ouais. Donc non, c'était. De toute façon, il y avait 2 listes que je voulais pas me prendre, c'était l'Orc et Gobelin et le Roi des Tombes. Contre toi, je t'ai proposé un défi, mais en termes d'honneur, c'est pour ça que t'as des tueurs en patron. Tu as refusé le défi. Voilà, bonne mentalité, le nain. Il a pensé à son équipe et pas à son honneur personnel. Je sais pas si c'est bien. On sera dans le livre des rancunes, mais du clan, mais une ligne de plus. Voilà, c'est ça. Ça nous permet d'arracher l'égalité quand même, je pense, parce que sinon, Cassip met le 4-0 contre tout le monde chez nous. Après, le match-up contre toi, je pense que ça vaudrait le coup de le tester à l'occasion. Parce que moi, j'ai build ma liste quand même pour taper de l'homme bête. Et après, il y a eu l'Arcane Journal qui est sorti entre-temps, donc ça peut peut-être changer la donne. Mais avec la pluie noire notamment. Mais ça, voilà. Calice. Mais le calice, il faut qu'on fasse cette game. Faut qu'on fasse cette game. Ouais, tout à fait.
Ok, Du coup, repas du dimanche midi. Vous avez pas vu, il y a une petite interruption, vous avez vu le petit jingle des problèmes techniques, c'est juste aller chercher un chargeur pour que la caméra s'éteigne pas, c'est toujours pratique. Donc ouais, alors dimanche midi, c'était plus ou moins les restes, donc paella, plus mélange, plus truc. Petit repas à la il y cool, avait, et il y avait une très là, bonne charcuterie quand même. Hein. très bonne La charcuterie. charcuterie, ouais. Il a assuré, Erwan, encore une fois. On remercie à lui, Ah, ouais. le patron du château des Coccinelles. Un vrai plaisir en tant que maître de maison, Ah super oui, oui. agréable. Le site est magnifique et l'équipe est magnifique. Enfin, un super week-end, mais on y reviendra tout à l'heure. Et du coup, vous affrontez les cuisses de grenouille. Donc l'équipe Exactement. qui va faire le WTC au nom de la France. Gros match pour finir aussi, hein, parce qu'ils ont ils ont des listes très très fortes. Hum, tout à fait. Et puis bah ça vient pas pour déconner, et surtout on voit au niveau de la matrice, il y a des trous. Il y a des trous. Ouais, ouais. Bah là, mes deux joueurs, Orc Gobelin et Loup des Mers, ils n'ont pas pu forcément. Bah, je pense que mon Orc Gobelin a dû me mettre des N partout, donc j'ai jugé que bon, ça valait pas le coup de remplir. Et le Loup des Mers, bah, il ne devait pas trop savoir, donc j'ai essayé de remplir un peu comme je pouvais. Là, clairement, on arrive le dimanche après-midi. Moi, j'ai ce matin contre Classique. Le pairing, on n'a pas eu le temps de le préparer comme il faut. Donc, j'y vais un peu à l'arrache. Je lance le Bretonien en me disant que bah, il a forte chance d'avoir un match-up positif. Donc, c'est ce qui va se passer. On va avoir un miroir bretonien. On va avoir un miroir orc et gobelin. Parce que je crois qu'il lance aussi l'orc et gobelin en première def. Il me semble. Sur l'elfe noir, je vais répondre nain, roi des tombes. Du coup, on va avoir un match-up moi contre l'elfe noir, roi des tombes contre nain. Enfin, notre roi des tombes contre leur nain. Et loup des mers contre Welf. Sur la matrice, on n'est pas hyper bien pour moi. Surtout que moi, bah, c'est un match-up que je veux pas. On est sur col de montagne, le match est très compliqué. Après, alors déjà, je vais m'excuser encore auprès du joueur parce que je commence à avoir mal au crâne, j'étais pas bien, j'étais pas très agréable, ça m'est pas arrivé souvent, mais là, j'étais pas de bonne compagnie. Et en fait, je choisis de mettre mon enclume devant en me disant que bah, s'il approche, il va se prendre des blasts. C'est la bonne stratégie, par contre, je dois complètement backped toute mon armée en laissant que l'enclume devant, en disant que s'il avance, ben du coup, il va s'exposer. Là, j'ai mis des choses derrière, j'ai mis des choses devant, parce que montagne, j'espère pouvoir accrocher un tir et sortir une baliste ou une unité. Les drags de faire pareil. Le tueur de démons est devant, alors que franchement, il a pas de match, il doit être derrière. Si je refais la game, je pense que je l'aborde comme ça. Là, je trouve que son analyse était bien pensée parce qu'elle va surprendre. Et en fait, une fois que tant que t'as pas joué contre, tu sais pas trop comment aborder la partie. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Enfin, j'avais une vague idée de la chose, mais j'étais pas, je l'avais pas faite. Donc voilà, je suis tombé dans le piège. Et en fait, il va me sortir sur un horreur noir. Il va me one shot le tueur. Et à ce moment-là, 269 points, je vais me rendre compte qu'en fait, il a plus qu'à reculer derrière la table et jamais je l'attrape, jamais je lui tombe des points. Donc je lui dis, écoute, au T3, au T4, je lui dis, bah là, en fait, t'as marqué les points. Moi, je vais pas pouvoir t'en scorer, donc on arrête là et je te donne le 4-0. Donc voilà, on va t'arrêter là. Sur la ronde, je sais que mon droit des tombes va sortir une très belle victoire 3-1 contre le double pack de nains. Là, c'est super ce qu'il nous fait. Mon orc et gobelin ramène un point sur l'orc et gobelin. Mon loup des mers ramène un point sur le Welf. Et mon bretonien va ramener 4 points dans le miroir breton. Et tout ça, ça va nous permettre d'accrocher le 9-11 sur une ronde qu'on a fait un peu à l'arrache. Enfin, je l'avoue, je pense que la prochaine fois, je préparerai toutes les rondes en amont des collègues, maintenant qu'ils ont vu aussi comment ça se passait. Ce sera plus intéressant parce que là, quand tu arrives au moment du pairing, 15 minutes pour préparer ton truc, autant dire que c'est chaud. Enfin, t'as pas le temps de préparer, donc voilà, à l'arrache, mais on s'en sort avec une égalité. Donc on fait un joli une win, 3 draws sur le week-end, un vaincu sur le tournoi. On est très content. Et du coup, on arrive à passer deuxième grâce au SOS, puisqu'on est les seuls qui affrontons pas les derniers, si je me trompe pas. C'est exactement ça. Et Ouais. du coup, on est super content. Voilà. Avec de jolis lots, des belles bouteilles de vin.
etc. Des jolis trophées. Donc, Bon, après, voilà, donc voilà. quand t'es de Lyon, le Côte du Rhône, t'es un peu plus habitué à en boire que d'autres gens, mais ouais, c'est. Encore une fois, pareil, il est aussi bon en pinard qu'en organisation, notre camarade. Donc, nous, en tout cas, Ah au oui, oui, Portugal, il y a sûrement une évaporation très forte parce que les bouteilles disparaissent très très vite. Mm. Mais ouais, Je donc pense une ici aussi. bonne ronde, hein. Malgré tout. On 9-11 contre les cuisses de grenouille avec des listes bien velues et notamment leur elfe noir et leur welf. Enfin, je les ai trouvés vraiment très intéressants en termes de composition, Mm. bien pensé. Tout à fait. Ah ouais. Donc, C'était non, deux non, bonnes listes. plutôt cool. Et puis voilà, le Breton qui gagne en 1v1, c'est toujours classe hein, pour l'odeur de la dame. Oui. Donc, JS est un solide joueur bretonien quand même, hein, faut le dire. ouais, clairement. Puis en plus, là, il n'était pas venu en croisade errante, donc c'est plus facile de gagner. Ouais. Ah, moi je lui avais proposé, mais c'est vrai que c'était pour le côté un peu surprise. Je m'étais pas penché sur l'armée, mais je pensais qu'il y avait toujours quelque chose à faire avec. C'est pas forcément le cas peut-être. C'est dur. En Clairement, tout avoir cas la là, moitié de ton armée que tu contrôles pas, c'est pas le bon bouquin, quoi. mm, Bon, je vais te laisser arrêter de t'étouffer si tu veux, ouais, pareil, boire de l'eau ou des choses comme ça, pas de ouais. problème. Donc ouais, donc une deuxième place qui pour moi est logique parce que bah voilà en effet vous n'avez pas affronté le dernier donc vous avez le meilleur SOS, vous avez affronté les quatre autres équipes sur sur le podium et surtout vous êtes la seule équipe enfin vous étiez trois équipes à égalité donc Cuisse de Grenouille et Troll des Pins et vous êtes la seule équipe à ne pas avoir perdu donc avoir fait un nul contre l'équipe qui arrive la première donc nous la Sword and Baguette et avoir fait un nul contre les deux autres, alors que tous les autres ont perdu au moins une fois. Mhm. Donc un SOS qui est plutôt cohérent avec l'ensemble des choses. Encore une fois, vraiment désolé pour les cafouillages avec New Recruit. Ça m'a pris. Déjà, vous avez vu, hein, pendant la remise des prix, il y a eu 3 fois où on dit attends, ça marche pas, ça colle pas. Pourquoi le Hello il est supérieur alors qu'il est censé être inférieur, etc. Enfin bon, un bordel monstre. Dans tous les cas, on apprend et on fera mieux pour le prochain tournoi en équipe avec la gestion des points sur New Recruit. Et puis surtout, on va se débrouiller pour vous envoyer des petits bustes avec une couleur argentée parce que c'est largement mérité. Du Ah, bah, coup, c'est gentil. votre retour sur le tournoi. Alors sur le tournoi, bah du coup globalement on est super content. Moi mon joueur Orc et Gobelin, il va me dire dans le chemin retour qu'il a adoré le format, il a adoré le week-end. Il découvrait le tournoi en équipe et il a passé un super moment. Il a surtout adoré le moment du pairing, de la préparation du pairing du samedi soir. C'était un super moment pour lui, le moment où les 5 joueurs ont discuté stratégie pour prévoir ce qu'on allait faire le lendemain. Il est revenu, il était conquis. Il m'a dit s'il y a un nouveau un tournoi par équipe, Franck, je suis d'office avec, je ferai tout pour être avec. Donc j'étais super content. Les collègues, on a fini par créer une équipe au bout du week-end où on se connaissait pas du tout avant l'événement. Donc c'était super chouette. Sinon globalement sur l'organisation, elle a été elle était super bien calibrée, organisée de fou. Phil et les arbitres ont été disponibles et de bonne qualité. La nourriture, bah moi qui adore, c'est mon petit côté hobbit, comme je suis au Moutland, j'étais vraiment conquis. La paella, c'est une des meilleures paellas que j'ai mangées. Les chipots étaient vraiment de qualité, les salades étaient très bonnes. Les petits fruits, les petits fruits locaux, les abricots, les cerises, c'était top. La charcuterie du dimanche midi, c'était un délice. Donc franchement, rien que pour ça, ça valait le coup. C'était 60 € le PAF par joueur. Et on avait 3 repas de qualité. On avait des lots de ta société Corbac. On a eu chaque Tu veux équipe prendre avait 2 minutes, mec. des vins. Tu veux prendre 2 minutes, 5 minutes pour. Je En sens que fait, t'es au bout de ta vie là. non, mais je sais pas ce que j'ai. Je pense que j'ai trop parlé. Et là, voilà. Je vais essayer de finir comme ça. Voilà, on va finir vite. Ça marche. Le jeu était. Enfin voilà, il y avait que des belles armées. Moi, j'ai affronté le vainqueur du prix peinture. Encore bien joué à lui. Il avait une superbe armée de guerriers du chaos.
Le jeu, globalement, c'était du jeu compétitif qui collait à The Old World dans ses règles. Et ça a prouvé que c'était possible. En plus, on a fait un podium, on a un bilan positif pour l'équipe, donc c'était cool. On a rencontré les gens de la communauté Sword and Baguette du Discord et les gens de The Old World. Donc ça a créé des liens, c'était super chouette. Franchement, moi j'ai passé un week-end génial. Je sais que Juan a proposé de faire un interclub. Moi je serai pas dispo à la date, mais moi je vais parler à mes y aller. Et, euh, et voilà. Enfin, dès que j'ai l'occasion, moi je retournerai à Demazan. C'était vraiment une expérience fantastique. Bon, ça marche. Bon, et du coup, rapidement, pour pas te laisser mourir à l'écran, même si ça ferait, ça ferait des vues, mais je crois que ça respecte pas les standards Ouais. de la politique de YouTube. Donc, bon, je te mettrai sur un autre support, le cas échéant. Bon, ton avis Yes. global sur The Old World après le tournoi, sachant que là, on est à 72 heures des leaks sur le match set play, potentiellement de la fac 1.5, etc. Ton Ouais. avis sur The Old World après ses premiers 18 mois d'existence? Alors, moi je trouve que c'est la meilleure version de Battle auquel j'ai joué, mais j'irais même jusqu'à dire la meilleure version de Socle Carré parce que j'inclus 9e âge dedans. Je trouve que le jeu, il est intéressant. Il est globalement équilibré. Il y a eu le Bretonien qui a trusté un peu les 8 sur les premiers mois de jeu, mais parce qu'en fait, les jouer contre. Une fois que tu sais un peu jouer au jeu, le Bretonien est plus facile à aborder. Mais une fois que tu comprends le jeu, tu connais les règles du jeu, bah, tu peux facilement le contrer en fait. Tu as des armes pour le contrer. À l'inverse de ça, le nain, je trouve que c'est une armée qui est compliquée pour commencer le jeu. Il faut vraiment maîtriser les règles du jeu, maîtriser les clés qui sont vraiment cruciales en fait pour casser l'élan d'une charge adverse et engluer l'ennemi dans tes lignes et commencer à faire la guerre d'attrition. En plus de ça, moi je trouve que le bouquin nain est la meilleure version de livre d'armée auquel j'ai joué tous les jeux socle carré jusque-là. Enfin, le système de colonne en marche est très intéressant parce que ça implique une contrepartie au mouvement triplé. Ça ajoute de la mobilité au nain. T'es pas obligé de faire une gunline dégueulasse comme on voyait en V8. Tu peux aller au corps à corps, tu peux te battre. T'as des armes pour tout. Les tueurs de démons sont enfin jouables avec les runes de talisman et les combinaisons de runes d'armes. Euh, le... ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre Moi, j'ai un gros plaisir à construire mes listes. Je trouve qu'il y a une grosse personnalisation possible entre les règles spéciales d'unité, les objets magiques que tu peux mettre sur les champions, les compositions par exemple, tu prends tel ou tel perso, ça te trigger cette unité en base. Les armées d'infamie qui offrent des gameplays différents pour toutes les listes. En un, par exemple, on a 3 listes d'armées différentes et on a l'équivalent de 4 gameplays différents parce que tu as la grande armée, tu as le clan royal que tu peux jouer en Karak Kadrin ou en clan royal classique. Tu as la force expéditionnaire qui est plus une gunline, mais qui est une gunline mobile. Donc on est sur vraiment quelque chose d'intéressant. Et on a la même chose sur l'armée au elfe. Moi je trouve qu'il y a un gros équilibre interne dans les books. Typiquement en un, à part le gyro bomber et encore j'ai essayé, mais bon je pense que sur le papier, et puis il y en a d'autres qui l'ont essayé qui m'ont dit que c'était pas top. Je pense qu'on peut à peu près jouer de tout. En Welf, c'est quasiment pareil. Donc c'est super. Pardon pour cette interruption. Alors, c'est l'un des trucs Euh, qu'on est beaucoup à avoir ramené de Domazan, c'est qu'on est beaucoup à avoir chopé une énorme crève de malade ou des choses comme ça juste après. ouais. C'est, Bah là je sais pas si c'est... c'est une allergie ou quelque chose, mais voilà, il y a Ouais, un petit on peut problème même pas technique. mettre ça sur le dos de la paella parce que tout le monde n'a pas été malade, donc même ça, on peut même pas le Ah mettre non. sur le dos de Juan. Mais Ah non, ouais, mais je la, pense la qu'il y a paella quelqu'un était qui excellente, est. elle peut pas avoir provoqué des dégâts. C'est pas Mais possible. voilà, il y avait un mec qui priait Nurgle en douce et je crois que ça a été exaucé à partir Ah de ouais. mardi. Je crois que les rangs se sont écrémés, on va pas se mentir. Ah bah ouais. Et du coup, pour en revenir, donc le culte mortuaire, bah pareil, c'est un gros problème au début, mais je pense que les gens commencent à être préparés, ça va aborder la partie. Donc ces petits extraterrestres dans la méta commencent à disparaître un peu. Et puis on l'a vu du coup au tournoi de Domazan, le culte mortuaire, bah, il a pas performé du tout. Les dragons que tout le monde craignait, bah moi je suis désolé, mais je trouve que c'est loin d'être si OP que ça. En fait, le dragon qui a une grosse rétention de points.
D'ailleurs, je pense que si dans la V1.5, déjà, si on est tombé le dragon à un quart de ses points de vie, on marquait la moitié des points de vie, des points de, de victoire, ce serait déjà très bien. Mais en fait, je trouve que le dragon, il va avoir du mal à rentabiliser ses points parce que du moment qu'il passe 2 ou 3 phases hors combat, il va jamais se rentabiliser et ça arrive vite avec les tests de restraint que tu peux pas relancer à la GB. Pareil, la GB, je trouve que d'avoir restreint son usage à morale, panique et ralliement, bah, c'est génial. Ça, en fait, ça évite la fiabilisation à outrance qu'on avait en V8 et la GB auto-include. Globalement, le scénario des parties, on en discutait, je crois, hier avec les collègues sur le Discord. Moi, je trouve que les parties, il y a beaucoup de rebondissements dans les parties de The Old World. Même si tu as a priori un avantage sur la liste, les dés, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça te force à avoir des plans B, des plans C, et à réagir à ce qui se passe à la table. C'est pas, on peut pas dire, ok, on a vu nos listes, bah là, je te propose, t'arrêtes, je gagne d'office la partie, et voilà. Il y a toujours des trucs à faire. Exception faite peut-être de ma dernière partie contre l'Elfe Noir. Mais bon, ça reste une armée Legacy, donc un peu hors scope. Et encore une fois, je pense que je peux la jouer différemment, au moins pour jouer l'égalité. Mais globalement, je trouve que voilà, ça force à avoir des plans B, ça force à... Il y a une dynamique dans le jeu qui est qui se passe toujours des choses, que les parties sont intéressantes et ne sont pas jouées jusqu'au T4, T5. C'est très rare que T4 ou au T5, je me dise bon bah là j'ai gagné, on s'arrête là. En général, voilà, il y a des choses à jouer jusqu'à la fin de la partie. Le système de placement et de choix de décor, moi je le trouve génial depuis que j'y ai goûté. Je reviendrai plus en arrière. Je trouve que c'est des grosses forces du jeu. Et en plus, bah, ça te force à établir ta stratégie aussi avec les décors. Le système de décors spéciaux qui rajoutent des points de victoire, comme la tour, la ruine, bah, ça permet de favoriser aussi les armées d'infanterie. Tout le monde disait que les infanteries étaient à la traîne, mais moi je suis désolé, je trouve que l'infanterie est super forte dans le jeu. De toute façon, il n'y a qu'à voir, hein, l'armée naine, franchement, elle est costaud. Hein, le nain, de toute façon, je pense que bien joué, c'est redoutable. Surtout avec l'Arcane Journal qui a apporté vraiment des éléments très intéressants. Je pense que le jeu compétitif que tu prônes sur ta chaîne est amené à se développer, notamment l'offre de tournois par équipe. Voilà, les gens à voir que bah oui, le tournoi par équipe c'est compétitif, mais on peut être compétitif sans avoir une mauvaise ambiance à la table. Moi, j'ai passé des parties dans une ambiance compétitive où c'était très carré à la table, il n'y avait pas de sentiment ou de volonté de gruger l'autre. Il y avait la volonté d'être propre dans tes mouvements, dans ce que tu fais, et ça fait vraiment des parties super agréables et des super bons moments. Alors moi, c'était en 9e âge que ça m'était arrivé au French Wargame Day, il y a, je sais plus, ça devait être l'année dernière, je crois, j'ai joué contre mon pote Thibaut et Didier des GSF. C'était une doublette. J'étais avec un pote qui est en Ardèche, Rudy, que je salue d'ailleurs, s'il regarde la vidéo. Et franchement, on a passé une super game. C'était très tactique. On a fini sur un 9-11, mais on a passé un des meilleurs moments du Wargame, chacun autour de la table. Donc voilà, cette ambiance de compétitif ne veut pas dire que le gars il va être désagréable, qu'il va vouloir te gruger. D'ailleurs, j'ai pas ce sentiment-là pour ce moment, en ce moment dans la communauté, globalement de The Old World en France. Donc c'est plutôt très positif. Moi, je suis très positif sur le jeu. Je trouve qu'il a un bel avenir devant lui s'il continue dans cette voie-là. On va voir ce que va donner la V1.5 et le format compétitif. En tout cas, je pense que ça peut vraiment dynamiser le jeu et continuer sur cette dynamique qui est déjà très bien lancée actuellement sur le jeu et dans notre communauté FR, quoi. Voilà. Bon bah nickel, écoute, c'est plutôt pas mal. Un petit mot de la fin, une asso où on peut te croiser, dans quelle ville, etc. Tes prochains tournois en vue, avant que je fasse Alors, l'outro habituel. l'assaut où je suis, c'est le Moutland Clan à Vienne, donc dans le 38. D'ailleurs, j'organise une petite journée rencontre fin août, je crois que c'est le 31 août. Il y a 4 inscrits pour l'instant, on est ouvert, place maximum. Donc c'est pas un tournoi, c'est vraiment, on vient, on fait des games, un peu comme mes propos de French Wargame Café. J'essaie d'alterner un peu les tournois et les formats compétitifs et les journées un peu comme ça. Donc c'est plutôt cool. Du coup, on est sur Lyon. Les tournois, faire la journée rencontre de Antoine à Dessines en juillet. Je crois que c'est le 5 ou le 6 juillet, le dimanche.
Pour le moment, c'est mes prochains événements, ce que j'ai prévu. Il y a le tournoi de Troyes qui va du coup avoir lieu en novembre, organisé par JSL et les copains troyens et en partenariat avec vous, il me semble. Tournoi par équipe. Alors, je sais pas si j'ai bien fait d'en parler, mais en tout cas, ce sera un événement où mon groupe de joueurs et moi-même, on essaiera d'être présents. Pour le moment, on est potentiellement 2 équipes. Il nous manque un joueur pour faire la deuxième équipe. Bah, Et classe. voilà. Voilà. Bon bah nickel. Bah écoutez Franck, merci à toi, enfin Ezanar, merci à toi pour cette vidéo. À tout le monde, bah, comme d'habitude, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à partager, ça nous fait du bien pour les algorithmes, pensez à acheter les figurines chez nos partenaires. Et puis voilà, écoutez, la vidéo à mon avis elle fait déjà plus d'une heure, peut-être même une bonne heure et demie, donc je vais vous remercier à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et bonne journée. I'm sorry. I don't want to be an infant. That's not my business.